En 2020, alors que le monde s'arrêtait, 3 des plus grandes compagnies aériennes d'Amérique latine ont déposé leur bilan au titre du chapitre 11 en l'espace de 90 jours. Avianca a été la première à le faire le 10 mai. LATAM a suivi le 26 mai. Aeromexico a déposé son bilan le 30 juin. En quelques mois, la carte aérienne du continent s'était effectivement effondrée. Il ne s'agissait pas de petits transporteurs régionaux. Avianca était la deuxième plus ancienne compagnie aérienne au monde. Aeromexico était le transporteur national du Mexique. LATAM faisait l'exploitation de 342 appareils et a transporté 74,2 millions de passagers en 2019. Ensemble, ces compagnies représentaient l'épine dorsale structurelle de l'aviation latino-américaine. La géographie de l'Amérique latine, la volatilité des devises et l'instabilité macroéconomique faisaient que les compagnies aériennes opéraient avec des marges extrêmement réduites, sans véritable filet de sécurité. La prochaine crise finirait toujours par arriver. La survie, et non la domination, était l'objectif. En novembre 2022, LATAM est sorti du chapitre 11 avec 3,6 milliards de dollars de dettes en moins à son bilan, 2,2 milliards de dollars de liquidités et quelque chose que ses concurrents n'avaient pas. Une coentreprise, conclue avant la faillite, avec Delta Airlines couvrant une part énorme de la capacité passager entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Mais voici ce qui n'a aucun sens. LATAM n'est pas sortie de la procédure avec un avion révolutionnaire. La compagnie n'a pas été pionnière d'un nouveau modèle économique. Elle exploite à peu près les mêmes routes depuis à peu près les mêmes hubs à Sao Paulo et Santiago que LAN et TAM exploitaient avant leur fusion en 2012. Pourtant, toutes les grandes compagnies aériennes sud-américaines s'efforcent désormais de réagir. GOL a déposé son bilan au titre du chapitre 11 en janvier 2024. Azul a déposé le sien en mai 2025. Avianca et GOL ont fusionné au sein du groupe Abra, spécifiquement pour contrer l'échelle de LATAM. Alors, comment une compagnie aérienne n'ayant rien fait de visiblement innovant peut-elle finir par contrôler la majorité du trafic intra-sud-américain ? Pour comprendre pourquoi LATAM domine désormais un continent que ses concurrents pensaient pouvoir se partager, il faut comprendre pourquoi l'aviation sud-américaine a longtemps été considérée comme structurellement impossible à dominer. L'Amérique du Sud présente l'un des environnements d'exploitation les plus difficiles de l'aviation mondiale. Le continent s'étend sur environ 7400 km du nord au sud. Les grands centres de population sont séparés par la cordillère des Andes, la forêt amazonienne et des distances immenses rendant le transport terrestre peu praticable. L'économie est impitoyable. Les compagnies aériennes qui pouvaient se permettre des gros porteurs pour les lignes internationales ne pouvaient pas desservir de manière rentable les marchés intérieurs peu denses. Celles spécialisées dans les opérations domestiques ne pouvaient pas bâtir les réseaux internationaux nécessaires pour capter le trafic premium. Le compromis semblait permanent. Chaque pays s'est adapté en créant sa propre compagnie nationale. Avianca dominait la Colombie. GOL et Azul se disputaient le Brésil. Aerolíneas Argentina contrôlait l'Argentine. Aeromexico revendiquait le Mexique. Ces transporteurs ont transformé la géographie nationale en rempart concurrentiel, protégés par des barrières réglementaires et des subventions gouvernementales. Pour les prédécesseurs de LATAM, cela a créé un problème existentiel. Le marché intra-sud-américain représente des millions de passagers premium chaque année. Le trafic d'affaires entre São Paulo, Buenos Aires, Lima, Santiago et Bogota génère certains des rendements les plus élevés du système aéronautique mondial. Pourtant, LAN et TAM, séparément, cédaient des portions importantes de ce trafic à des champions nationaux qui contrôlaient la géographie pratique de chaque pays. La physique de la concurrence semblait impossible à surmonter. Puis, en 2012, LAN Airlines du Chili et TAM Airlines du Brésil ont finalisé leur fusion, créant LATAM Airlines Group. Les résultats ont dépassé les attentes. LATAM a démontré quelque chose que l'industrie remettait en question depuis longtemps. Une seule compagnie aérienne continentale pouvait construire une économie en étoile, hub and spoke, que les transporteurs nationaux ne pouvaient pas égaler. Mais voilà, l'échelle seule ne suffisait pas. LATAM affrontait toujours des concurrents sur chaque marché. Avianca se modernisait rapidement. GOL dominait le voyage à bas coût au Brésil. Azul exploitait les villes secondaires que les transporteurs historiques ignoraient. LATAM avait besoin d'autre chose, quelque chose que ses concurrents ne pourraient pas reproduire, même en essayant. Puis,
En septembre 2019, Delta Airlines a annoncé qu'elle allait acquérir une participation de 20% dans LATAM pour environ 1,9 milliard de dollars. L'accord a stupéfié l'industrie aéronautique. LATAM était membre de l'alliance Oneworld depuis 2000 et partenaire d'American Airlines depuis près de 2 décennies. American détenait le partenariat dominant entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud grâce à sa coentreprise avec LATAM, dont l'approbation réglementaire était en attente. Ce que Delta s'est engagé à créer représente l'un des partenariats transcontinentaux les plus profondément intégrés de l'aviation moderne. Delta n'a pas seulement acheté des actions, elle a acquis 4 Airbus A350 directement auprès de LATAM et a repris l'engagement de LATAM d'acheter 10 A350 supplémentaires devant être livrés entre 2020 et 2025. LATAM, en échange, a sacrifié quelque chose d'énorme. Elle a quitté entièrement l'alliance Oneworld. Elle a abandonné son partenariat avec American Airlines. Elle a renoncé à des accords de partage de code qui avaient mis 20 ans à se construire. Pourquoi accepter une réduction aussi spectaculaire des partenariats existants ? Eh bien, cela tient à la géométrie des réseaux. Voyez-vous, American Airlines disposait déjà d'une exposition massive à l'Amérique latine grâce à son hub de Miami. Chaque partenariat d'American avec LATAM signifiait se disputer les mêmes passagers sur des réseaux qui se chevauchaient. Chaque partage de code ajoutait de la complexité sans apporter de nouveaux trafics. En se tournant vers Delta, LATAM a obtenu l'accès à un partenaire dont la géographie était complémentaire plutôt que redondante. Les hubs de Delta à Atlanta, New York JFK, Détroit, Minneapolis, Los Angeles et Salt Lake City alimentaient en trafic des marchés qu'American ne pouvait pas desservir efficacement. Bien entendu, cela a créé des flux de passagers entièrement nouveaux, plutôt que de redistribuer ceux qui existaient déjà. Mais les modifications vont bien au-delà du simple partage de code, car cela est assez évident. Les deux compagnies aériennes ont mis en place une coentreprise complète couvrant plus de 300 destinations entre les États-Unis, le Canada et l'Amérique du Sud. Les approbations réglementaires ont pris des années, le département américain des transports retardant, puis finalement accordant l'autorisation. C'est ici que la stratégie a révélé sa véritable finalité. Mais avant de mettre pleinement en œuvre la coentreprise avec Delta, LATAM a pris une décision qu'aucune autre grande compagnie aérienne latino-américaine n'a égalée. Elle a déposé une demande de protection contre la faillite en vertu du chapitre 11 à New York le 26 mai 2020, au moment même où la pandémie détruisait les bilans des compagnies aériennes à l'échelle mondiale. Ce dépôt n'était pas un acte de désespoir, c'était un choix stratégique de calendrier. LATAM a utilisé le chapitre 11 pour renégocier chaque contrat et chaque bail. La compagnie s'est délestée d'environ 3,6 milliards de dollars de dettes, soit une réduction de 35% de son endettement antérieur au dépôt. Elle a définitivement fermé LATAM Argentine, supprimant 1700 emplois et retirant 22 appareils d'un marché qu'elle jugeait irrécupérable. La restructuration a permis de mobiliser environ 8 milliards de dollars par le biais d'augmentation de capital, d'obligations convertibles et de nouvelles dettes. Delta a participé massivement au financement du débiteur exploitant. Il ne s'agissait pas d'ajustements théoriques, c'était des changements structurels mesurables qui ont directement influencé la base de coût de LATAM. Lorsque LATAM est sorti du chapitre 11, son coût passager par siège kilomètre offert hors carburant était tombé à 4,8 cents américains au 4e trimestre 2022. Ce coût unitaire exceptionnellement bas a permis à LATAM de concurrencer directement les transporteurs à très bas coût comme JetSmart tout en offrant simultanément les avantages de réseau d'un transporteur traditionnel. Avianca était sorti de son propre chapitre 11 en décembre 2021 avec d'importantes réductions de coûts. Aeromexico est sorti de la faillite en mars 2022. Mais aucune de ces compagnies n'a égalé la combinaison réalisée par LATAM en matière de réduction de la dette, de flexibilité de la flotte et surtout du partenariat verrouillé avec Delta qui accompagnait leur restructuration. GOL n'a déposé sa demande qu'en janvier 2024 pour n'en sortir qu'en juin 2025. Azul n'a déposé la sienne qu'en mai 2025 pour en sortir en février 2026. Au moment où les concurrents brésiliens de LATAM ont achevé leur restructuration, LATAM avait déjà passé des années à opérer avec un bilan assaini et un partenariat nord-américain que ces transporteurs ne pouvaient pas reproduire. Mais la transformation de LATAM repose sur un réseau à 2 hubs opérés avec un partenaire stratégique.
Il faut considérer les mathématiques des flux de trafic intra-sud-américains. LATAM exploite 2 hubs principaux à São Paulo Guarulhos et à Santiago, complétés par un solide hub secondaire à Lima. Un passager volant de Lima à Buenos Aires peut être acheminé via l'un ou l'autre des hubs. Un passager de Bogota à Santiago peut transiter par São Paulo. La géométrie à double hub signifie que LATAM peut relier pratiquement 2 villes quelconques du continent avec une seule escale, souvent avec plusieurs fréquences quotidiennes. Par la concentration des flux intra-régionaux, LATAM gère désormais environ 40% du trafic intra-sud-américain entre les principaux centres d'affaires. Chaque connexion nécessite environ 2 segments de vol. En revanche, Avianca s'appuie fortement sur un hub unique à Bogota. Copa Airlines exploite un hub très optimisé à Panama City, mais ne dispose pas d'avions gros porteurs pour des services long courrier premium. Azul se concentre presque entièrement sur le marché intérieur brésilien. Cela semble irrationnel du point de vue de la conception de réseau. Les compagnies aériennes optimisent généralement l'efficacité d'un hub unique. Plus de fréquences à travers un seul hub signifie de meilleures fenêtres de correspondance et des coûts unitaires plus bas. Mais la logique de LATAM est stratégique plutôt que purement opérationnelle. Voyez-vous, LATAM ne cherche pas à être la compagnie aérienne la moins chère sur un marché unique. GOL continuera de transporter des millions de Brésiliens sensibles au coût. JetSmart continuera de dominer les vols à très bas coût au Chili et en Argentine. Ces transporteurs servent des passagers qui veulent essentiellement les tarifs les plus bas, et pas seulement en classe économique. Je parle aussi des voyageurs d'affaires domestiques et des correspondances régionales. En somme, la grande majorité du marché intermédiaire sensible au prix. Ce que fait LATAM, c'est créer une couche continentale premium au-dessus des options existantes. Pour les voyageurs d'affaires prêts à payer davantage pour des connexions fiables à travers le continent, LATAM propose quelque chose qu'aucun concurrent ne peut égaler. Une seule compagnie aérienne, un seul programme de fidélité, un seul enregistrement et des correspondances fluides depuis n'importe quelle grande ville sud-américaine vers n'importe quelle destination d'Amérique du Nord grâce au partenariat avec Delta. La redondance à double hub est délibérée. Les concurrents limités à un seul hub créent une vulnérabilité lorsque la météo, les grèves ou les perturbations opérationnelles surviennent. Le passager qui paie pour LATAM ne paie pas seulement pour le transport, il paie pour la résilience du réseau. Il paie pour contourner la fragilité du hub unique avec laquelle tout autre concurrent sud-américain doit composer. Le partenariat avec Delta s'inscrit au sommet de cette architecture soigneusement conçue. LATAM exploite simultanément son programme de fidélité LATAM Pass, le plus important d'Amérique du Sud. Le partenariat avec Delta ne génère pas la majorité des revenus de LATAM. Il établit le positionnement de marque qui soutient tout le reste. Lorsqu'un voyageur d'affaires brésilien peut accumuler des Sky Miles sur un vol intérieur de LATAM et les échanger sur un vol Delta vers Tokyo, cette intégration élève l'ensemble de la marque LATAM au-dessus des concurrents purement régionaux. La plupart des compagnies aériennes sud-américaines ne peuvent pas reproduire immédiatement la structure de LATAM. Le partenariat avec Delta n'existe pas en tant que produit autonome. American Airlines a déjà verrouillé sa propre coentreprise avec le groupe Abra. United Airlines a investi dans Azul. Les principaux créneaux de partenariat américains sont pris. Les barrières réglementaires constituent un autre obstacle. La coentreprise LATAM Delta a nécessité des approbations des États-Unis, du Chili, du Brésil, de la Colombie, de l'Uruguay et du Pérou. Chaque approbation a exigé des années de négociations juridiques. Les compagnies aériennes, ne disposant pas d'approbation existante, font face à des délais réglementaires considérables. La géométrie des réseaux ne soutient pas les stratégies à double hub depuis la plupart des emplacements. Avianca ne peut pas soudainement ajouter un hub à Sao Paulo. Tout l'intérêt de Bogota réside dans son positionnement pratique pour le trafic andin nord-sud. La flexibilité de la flotte représente un autre obstacle. LATAM exploite 375 appareils, dont 297 monocouloirs Airbus et 78 gros porteurs Boeing. Cette stratégie à double constructeur permet à LATAM de négocier agressivement avec Airbus et Boeing sur les prix et les créneaux de livraison. La fenêtre temporelle de la faillite s'est refermée. LATAM a déposé son dossier début mai 2020 alors que les créanciers mondiaux paniquaient et étaient prêts à accepter des concessions agressives.
En 2024 et 2025, lorsque GOL et Azul ont finalement déposé leur dossier, le marché de la faillite s'était normalisé et les créanciers exigeaient de meilleures conditions. Pourtant, chaque compagnie aérienne sud-américaine doit désormais tenir compte de ce que LATAM est en train de démontrer. Les stratégies de hub national deviennent soudainement vulnérables lorsqu'un concurrent continental offre une connectivité supérieure. L'hypothèse selon laquelle la domination intérieure protège les parts de marché n'est plus absolue. Avianca et GOL ont reconnu ce changement. C'est précisément pourquoi elles ont fusionné au sein du groupe Abra. Azul a accepté des investissements en capital de la part de United et d'American Airlines spécifiquement pour contrer les avantages d'échelle de LATAM. La course au développement de partenariats continentaux s'accélère précisément parce que les compagnies aériennes reconnaissent les implications concurrentielles. À mesure que la coentreprise de LATAM avec Delta se développe, l'avantage structurel s'amplifie. LATAM ne remplace pas les fidélités envers les compagnies porte-drapeau nationales. Avianca ne disparaîtra certainement pas de Colombie. GOL ne va pas s'effondrer hors du Brésil. Les grands marchés nationaux continueront de desservir la majorité des voyageurs sensibles au prix. Mais LATAM crée quelque chose de nouveau. Une architecture aérienne continentale qui, pour certains passagers sur certaines routes, fait en sorte que l'élimination des frictions du réseau elle-même acquiert une valeur pour laquelle il vaut la peine de payer. En se projetant dans l'avenir, LATAM s'est engagé à acheter 24 avions régionaux Embraer E195-E2 avec des options pour 50 appareils supplémentaires. Ces appareils permettront à LATAM d'exploiter de manière rentable des routes à faible volume de passagers qui ne peuvent pas soutenir des Airbus monocouloirs plus grands. C'est ce qui permet la poursuite de l'expansion du réseau d'apport à double hub. Un programme de rénovation modernise la flotte de Boeing 787 avec de nouvelles suites à faire entièrement inclinables dans une configuration 1-2-1. Le Wi-Fi est en cours de déploiement sur l'ensemble de la flotte. Cette domination ne s'est pas faite sans controverse ni coût humain. La fermeture de LATAM Argentina en juin 2020 a laissé 1700 employés sur le carreau et a privé d'une capacité aérienne vitale un pays qui peine à se reconstruire depuis lors. Les relations de travail restent tendues. En novembre 2025, le syndicat des pilotes de LATAM Airlines au Chili a déclenché une grève après que 97% de ses membres ont rejeté les propositions contractuelles de l'entreprise. Les 464 pilotes participants réclamaient le rétablissement des salaires et avantages d'avant la pandémie, faisant valoir que, bien que LATAM ait renoué avec des milliards de bénéfices, la rémunération des pilotes demeurait artificiellement maintenue à un niveau bas en raison des coupes d'urgence de 2020. La grève a entraîné l'annulation de 173 vols et perturbé les déplacements d'environ 20 000 passagers avant qu'une résolution ne soit trouvée. Les plaintes relatives au service client ont augmenté à mesure que la compagnie s'est développée. La réalité structurelle de cette domination est que les passagers n'ont, de plus en plus, nulle part ailleurs où se tourner pour de nombreuses liaisons clés. En mai 2020, 3 des plus grandes compagnies aériennes d'Amérique latine se sont placées sous la protection de la loi sur les faillites parce qu'il n'y avait pas d'alternative. La pandémie avait anéanti la demande. Les liquidités s'épuisaient. Le recours au chapitre 11 relevait du désespoir et non véritablement de l'innovation. 5 ans plus tard, la sortie de LATAM représente exactement l'inverse. Pas un compromis imposé par les circonstances. Un choix délibéré d'utiliser la procédure de faillite de manière stratégique, de sceller un partenariat et de ressortir avec des avantages structurels que les concurrents ne pouvaient égaler. Lorsque ce voyageur d'affaires brésilien embarque sur un vol Sao Paulo-Atlanta avec des correspondances fluides jusqu'à Tokyo, il accomplit un trajet qu'il aura fallu 8 décennies d'histoire de l'aviation sud-américaine pour rendre possible. La fusion de LAN et TAM en 2012. La prise de participation de Delta en 2019, la faillite stratégique de 2020, la sortie en 2022 avec un bilan transformé. Maintenant, avant de partir, l'algorithme YouTube pense que vous allez aimer cette vidéo ensuite. Alors pourquoi ne pas aller la voir ?